Parfois, la vie nous force à faire une pause dans notre chorégraphie. C'est pas un arrêt, mais plutôt un changement de rythme. Bienvenue sur Au rythme de l'esprit, un podcast où la danse rencontre la foi, où le mouvement devient prière et où chaque pas raconte une histoire de transformation. Je suis Laetitia, danseuse et coach, et je partage avec vous un voyage unique où corps, âme et esprit s'entremêlent dans une chorégraphie divine. À travers des conversations authentiques et inspirantes, nous explorerons ensemble comment l'art, la spiritualité et le mouvement peuvent nous guider vers une vie plus profonde et plus alignée. Que vous soyez artiste, en quête de sens ou simplement curieux, ce podcast est un espace où la vulnérabilité devient force et où chaque défi est une invitation à danser différemment avec la vie. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du fait que j'étais tombée malade et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. J'ai eu pendant des semaines, voire des mois, le corps qui m'alarmait. Toutes les semaines, j'avais des boutons de fièvre. Ça venait, ça repartait. C'était à répétition. Et on a fait des contrôles, on a regardé. En fait, il s'avère que c'était pas le virus de l'herpès. En fait, en faisant le frottis, on a vu qu'il y avait rien. Mais j'ai pas cherché plus loin. C'est vrai que j'étais dans une période assez intense où je travaillais du lundi au dimanche, des heures du type entre 4 à 6 heures par jour. C'est quand même beaucoup parce que le corps il est mis à rude épreuve. Ça revenait chaque fois. Ça venait m'embêter. Je me souviens, je me promenais avec mes patchs sur la tronche. C'était patch transparent. C'est pas très transparent chez moi, mais... Et en fait, chaque semaine, j'étais fatiguée. J'avais, je vous dis, les lèvres comme brûlées en fait. J'avais comme des plaques noires autour de la bouche, sur la bouche. Bref, mon corps était vraiment en train de carburer, d'aller puiser là où il pouvait encore aller chercher de l'énergie, je pense, parce que j'arrêtais pas, j'étais constamment en train de bosser. Oui, je suis une passionnée, certes, mais il y avait aussi, je pense, une part de moi qui voulait fuir certaines choses et du coup, qui s'est mis à fond dans le travail et dans les projets, etc. Et en fait, ça a duré à peu près, je dirais, de juin à novembre 2022, où justement ces boutons revenaient sans cesse. Et en novembre, ça s'est arrêté d'un coup. Et à partir de là, décembre à peu près, j'ai changé de médication parce que j'avais eu le diagnostic par rapport à l'adénomiose il y a quelques temps, des années auparavant. Et finalement, j'ai décidé d'arrêter le traitement, d'arrêter en fait le traitement par rapport à l'endométriose ou l'adénomiose, c'est la pilule. Donc je me suis dit, bon, je vais arrêter ça parce que je voulais pas du tout prendre ça parce que je sais la catastrophe que ça peut créer dans le corps. Et je me dis, ça fait des années que je prends ça pour ça. Donc stop, j'arrête. Décembre, je décide d'arrêter. Janvier, je commence à être méga fatiguée. Mon corps, il est comme épuisé tout le temps. Et puis, j'ai toujours envie de manger du sucre. J'ai faim, je veux du sucre. J'ai soif, il me faut du sucre. Et je m'étais souvenu que certaines maladies se nourrissent du sucre. Donc je m'étais dit, bon, bah c'est peut-être la maladie auto-immune, étant donné que je suis méga fatiguée. Mon corps, il veut aller puiser quelque part. En fait, il a besoin de se nourrir de quelque chose. Donc, il va chercher le sucre. J'ai eu mes règles, comme d'habitude. Et après mes règles, 3-4 jours après, j'ai senti des boules dans le sein. J'ai senti 1, 2, 3. Et je me suis dit, bon, ça doit être des kystes, fibromes, quelque chose dû à la fatigue. Bon, bah voilà, j'ai mangé tellement de sucre ces derniers temps, c'est obligé que ça réagisse. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc, autopalpation, comme d'habitude. Je montre à des copines, elles me disent, ah, tu te ferais mieux d'aller contrôler. Je dis, bon, ok. J'y suis pas allée tout de suite. Je me suis dit, j'irai dans une semaine ou deux, puis on verra. J'y suis allée 2 semaines plus tard, je crois. Et là, je me dis, bon, allez, je vais aller voir un gyné en urgence, parce que c'était le week-end, parce qu'en fait, les boules avaient grossi. Alors, j'ai été voir en clinique. On me dit, ah, bah écoutez, là, on peut pas faire grand-chose pour le moment. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est revenir la semaine prochaine. Et puis, je vous donne rendez-vous pour faire une échographie. Elle m'a dit comme ça, si c'est un fibrome, ça permettrait de faire une biopsie et puis une ponction au cas où, comme ça on peut simplement retirer la graisse quoi qu'il y a dedans. Je dis ok. Là encore une fois, je laisse traîner une semaine parce que je me stresse pas. On me dit pas que je dois me stresser, donc je me dis qu'il n'y a pas de souci. Fais la biopsie. Au passage, la biopsie était
douloureuse, mais horrible. C'était juste affreux. Ça m'a fait tellement mal. J'avais été avec ma mère parce que ma mère, elle voulait être sûre que tout va bien parce qu'elle est infirmière, donc elle avait aussi besoin de se rassurer. Et puis quand je suis sortie de la biopsie, j'ai dit à ma mère, ah, ça m'a fait mal. Et puis moi, j'aime bien regarder tout ce qui se passe. Donc je regardais l'échographie et je voyais qu'il y avait des boules qui n'avaient pas la même couleur que, en gros, les ganglions, quoi. Et là, 3 jours plus tard, on m'appelle pour avoir rendez-vous. Et là, j'arrive devant mon gyné et il me dit, je sais pas comment vous le dire autrement, mais vous avez un cancer. Ma réaction, véridique. J'ai fait, oh waouh! Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais qui fait ça, en fait? Qui agit comme ça? Qui dit cette phrase à un moment pareil? Et là, il me dit, bon, écoutez, je m'occupe de tout. Donc, en fait, il commence à prendre le téléphone, il commence à appeler plein de gens, savoir si je peux me faire soigner à tel ou tel endroit par rapport à mes assurances, etc. Être sûr que tout est OK, que je puisse rester dans la clinique, entre privé, semi-privé. Enfin, il regarde si je peux avoir un suivi avec les différents médecins de la clinique. Et au bout d'un moment, il s'arrête. Et là, il me regarde et il fait, ça va? Et là, c'est bon. J'ai tout lâché. Du coup, j'ai réalisé parce que je l'entendais au téléphone parler, demander ci, demander ça, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je fais quoi? Et ouais, et là, ça a été le choc. Ça a été le choc, mais il y avait une partie de moi quand même je pense, qui savait. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une partie de moi, je pense, qui s'attendait à ça. Justement, déjà avec la couleur que je voyais dans l'écho qui était différente, ce que ma mère me disait. Je suis sortie de là-bas un peu en mode ok, parce qu'il m'avait dit oui, donc on va commencer la chimio le plus rapidement possible, on va voir comment on peut faire. Mais d'abord, il faut que vous congeliez vos ovocytes, il faut ci, il faut ça. En fait, il me dit plein de choses et moi je suis un peu en mode si vous le dites, en fait c'était un peu ralenti dans ma tête, mais pour lui ça allait très vite et il fallait que ça aille vite. Je sors de la clinique et j'appelle ma mère directement, je dis bon bah maman, j'ai les résultats, j'ai un cancer. Et là ma mère elle me dit ouais, la manière dont tu m'as expliqué par rapport à la biopsie, je pensais que c'était ça, mais j'ai voulu attendre. Bien évidemment, je dis ça à mes proches. Je leur ai dit au fur et à mesure, pas tous en même temps. C'était vraiment au fur et à mesure parce que c'est vrai que je me demandais un peu quel était le rapport qu'ils avaient face à cette maladie. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être délicat en fonction de ton expérience. Et j'osais pas trop appeler les gens ou dire aux gens parce que je me suis dit, suivant comment, ça peut être méga dur pour eux. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à porter les choses pour les gens alors que c'est pas mon job. Alors je me suis dit, ok, let's go, on y va. On appelle les gens, on leur dit, on leur explique, ou alors on les voit en face. Il y a des personnes que je voulais voir en face pour leur dire. J'avais pas envie de prendre le téléphone. Donc voilà, j'ai un peu, en fonction des gens, fait les choses comme je le sentais. Et puis ensuite, les rendez-vous se sont enchaînés. Mais enchaînés. C'était assez fou comme ça a été très vite. Et il fallait que j'aille voir une scénologue. Et il fallait que j'aille voir une gynécologue. Et il fallait que j'aille voir l'oncologue. Et ensuite, il fallait que j'aille voir... Pouah. Et pour moi, c'était un peu... Wow, 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 wow. Hold on. Je travaille moi en fait. Moi dans ma tête c'était ça. C'était je suis indé, il faut que je travaille, il faut que j'aille bosser parce que si je vais pas travailler, il faut que je puisse manger, il faut que je puisse me faire du bien, il faut que voilà, il faut en fait je pense que c'était aussi une manière de fuir aussi la réalité, je pense aujourd'hui avec du recul et ça a été ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc ouais, le 14 mars 2023, ça a été une date que j'oublierai jamais. Et après les rendez-vous, la chimio a commencé. J'ai été soutenue par mes proches, par les amis. Et c'était pas évident pour ma famille parce que quelques jours après moi, j'ai un de mes petits frères qui a été aussi diagnostiqué d'un cancer. Et du coup, tu te dis, bon bah, qu'est pas ça? Comment on va gérer ça? Ben, en fait, on savait qu'on n'était pas seul non plus. On a la foi dans ma famille. Je suis issue d'une famille chrétienne et du coup, tout de suite, on s'est dit, ok, on s'en remet à Dieu parce que là, là, on va pas pouvoir gérer tout seul. Enfin, voilà, on n'est pas épargné par les épreuves. Personne n'est épargné par les épreuves, mais c'est vrai que d'avoir la foi, ça vient quand même alléger. Ouais, tu te sens accompagné différemment. Et du coup, la chimio a commencé, mal commencé. Les 2 premières chimios, j'ai fait un choc anaphylactique.
C'était vraiment, vraiment pas agréable. Tu te demandes ce que tu fais là, tu te demandes si tu vas pouvoir continuer le traitement. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'en vrai, c'est quand même flippant d'étouffer, d'avoir l'impression de un peu sortir de ton corps. Tellement c'est violent, tellement c'est fort. On m'a administré 16 chimiothérapies qui m'ont beaucoup fatiguée. Après les chimios, je devais faire encore des piqûres en lien avec la moelle osseuse. Du coup, ça attaquait mes articulations. Un trajet de 5 minutes, j'en faisais 15-20 tellement j'avais mal. Je peux marcher tranquillement. Et tout à coup, la douleur, elle arrive de nulle part. Ça vient attaquer mon dos, mes genoux, mes doigts. Une douleur pas possible. Et ouais, là, on se sent différent. T'as plus l'impression que c'est ton corps. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre ton corps et puis de faire quelque chose avec. Parce que t'as plus la même énergie. Même si t'es fatigué, dans ta tête, t'as encore. Enfin, je veux dire, t'as encore ta tête. Donc toi, dans ta tête, tu te dis, mais moi, je veux pouvoir faire ça. J'ai envie de faire telle ou telle activité. J'ai envie d'aller me promener, j'ai envie d'aller dehors. Parce que je devais éviter le soleil. Donc les chimios en été, c'est pas le top. T'as envie de pouvoir être libre, de te sentir libre. Parce que je me sentais déjà prisonnière de tout ça. Et du coup, c'était très difficile d'accepter. D'accepter que mon corps échange. D'accepter qu'il y ait tout un chamboulement. D'accepter que je ne pourrais plus faire les choses comme avant. Ou plus autant, de diminuer. Ça n'a pas été évident. Et encore moins lors de la mastectomie, pendant 4 mois où je pouvais rien faire. Donc là, à l'heure où je vous parle, ça fait un petit peu plus d'une année que je suis en hormonothérapie. Et ça vient encore tout changer, tout chambouler. J'ai plus l'impression que c'est mon corps. Je ne le reconnais pas, je ne me reconnais pas depuis la mastectomie. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Donc c'est très difficile de dealer avec ça. Je sais que ça va prendre du temps, ça peut prendre encore un petit peu de temps et je pense que c'est important de se laisser ce temps-là. Mais c'est dur d'accepter pour le moment le corps que j'ai. En tout cas, ce que ça m'aura appris, c'est que on peut pas aller plus vite que la musique. Il y a un rythme. Ce rythme, on a meilleur temps de le suivre. C'est-à-dire qu'il monte, il descend, il monte, il descend. Et si on essaye d'aller tout droit alors qu'il y a un mouvement, il y a un moment donné où ça bug. C'est comme si on allait un petit peu à contre-courant. Donc ce que j'ai appris, c'est à composer avec mon nouveau moi, à composer avec ce que j'avais. Et j'apprends encore aujourd'hui parce que, bien évidemment, j'arrive à un stade où ça devient long. Parce que l'hormonothérapie, elle est douloureuse pour moi. Et on est tous différents par rapport à ça. Autant en chimiothérapie, il y a des personnes pour qui c'est très dur. Ils peuvent pas se lever et rien faire. Il y en a d'autres comme moi qui arrivent quand même à bouger. Je travaille une semaine sur 2 pour, je pense aussi d'une pour ma tête. Mais aujourd'hui, moi, c'est l'hormonothérapie qui me bloque et avec laquelle je suis dans ce processus d'acceptation. Résilience, oui. Mais accepter, c'est un autre domaine, on va dire. Ça prend son temps et je pense que le temps, faut le prendre. Mais en tout cas, ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai pu arriver à regarder au-delà de la maladie grâce à la foi, grâce à ma foi, et donc d'avoir une autre perspective par rapport à tout ça. Et tout ça, ça m'a amené au fil des mois, des semaines, à me voir beaucoup plus qu'avant. Et quand je parle de se voir, c'est de s'accepter, de se donner de l'amour, de se donner du temps, de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est pas juste voyager, partir à tel ou tel endroit, faire des activités à n'en plus pouvoir. Non, prendre du temps pour soi, je le vois comme se poser avec soi-même et regarder où est-ce que j'en suis, regarder ce dont j'ai besoin, regarder comment je peux, me donner de l'amour. C'est ça pour moi, prendre du temps pour soi. Et en faisant ça, ça m'a permis de voir que effectivement, la vie, je la vois plus de la même manière. Je suis dans un mode où l'avenir, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui. Parce que ton avenir, tu le prépares dès l'instant présent. C'est maintenant que tu dois mettre en place des choses pour demain. Et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Parce que, bien sûr, j'ai des projets à 2, 5, 10 ans, mais je me rends compte que cette notion de on ne sait pas de quoi est fait demain a pris beaucoup plus de sens là et a eu beaucoup plus d'impact avec tout ça. Et de voir la vie comme ça m'a permis de quand même pouvoir continuer à danser, de m'épanouir là-dedans, de me voir différemment, d'explorer différemment, de gérer l'espace d'une autre manière. En fait, d'avoir une autre vision, d'avoir une autre perspective dans le mouvement. J'ai beaucoup évolué en danse.
parce que j'ai beaucoup plus écouté mon corps. On n'est pas épargné par l'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie. Mais si tu as cette possibilité de pouvoir regarder au-dessus de l'obstacle, au-dessus de l'épreuve, de changer ta vision, alors c'est une victoire. Parce que tu vas pouvoir en fait vivre un peu plus à chaque fois. Quand tu regardes, quand tu gardes les yeux fixés là où il faut, tu peux toujours vivre un peu, profiter d'une certaine manière. Bien évidemment, tout dépend aussi du stade de la maladie ou de peu importe de l'épreuve. Mais tant que tu peux, fais-le et garde la foi parce qu'en gardant la foi, ça va te permettre vraiment d'avoir un envol et de te laisser guider et porter. Pour ma part, l'épreuve est une bénédiction parce que j'ai pu voir tout ce qu'il y avait de beau autour de ça. Et il y a eu de belles choses, de très très belles choses. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux aussi sur ce que j'avais déjà et que j'ai pu chérir et que j'espère encore pouvoir chérir. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est le lâcher prise. Parce que tu fais au mieux. On fait au mieux. Ça sert à rien d'essayer de faire plus, de se prouver je ne sais quoi. Faire au mieux. Quand tu sais que tu as fait au mieux, tu sais que Dieu fera le reste. Et ça te laisse beaucoup plus d'espace pour pouvoir te réinventer. Et c'est le sujet du prochain épisode. Si toi aussi t'as vécu une histoire similaire avec des épreuves qui sont venues chambouler ton rythme de vie, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Ciao!